Roxane. Merci beaucoup tout le monde d'être là. On est super contents d'avoir la conférence d'ouverture, en fait, d'ouvrir ce colloque sur les études de jeux vidéo francophones, surtout. Nous, on a décidé, en fait, justement, notre présentation s'appelle, en fait, plaidoyer pour plus d'autodéfectivité. Donc, on veut regarder un peu les relations de domination, mais aussi de vulnérabilité dans les jeux et les études de jeux vidéo. En fait, pendant longtemps, depuis qu'on a été invités, on s'est posé la question comment introduire ce colloque. Bon, évidemment, c'est un colloque qui parle de pouvoir et vulnérabilité en jeu, en études de jeu. Je pense que c'est quelque chose qu'on voulait aborder. Mais même, en fait, jusqu'à la semaine passée, on se posait la question, c'est quoi nos expertises pour prétendre arriver à introduire ce colloque-là? Parce que, c'est ça, on se posait un peu la question pourquoi nous, pourquoi on vient présenter, pourquoi on est invité à ouvrir le colloque. En fait. Et puis déjà en partant d'ouvrir un colloque à 2 personnes, c'est relativement rare, actuellement des questions c'est une seule personne, donc on s'est dit qu'est-ce qui fait que c'est nous qu'on décide d'inviter. Donc quelles sont nos expertises et c'est aussi le pouvoir et la vulnérabilité, c'est deux concepts complexes, qui ont plusieurs définitions. On va avoir l'occasion d'en voir plusieurs dans les prochains jours. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on est capable d'introduire quelque chose d'aussi large, sans aussi prétendre que nos définitions qu'on va proposer aujourd'hui sont des définitions qui vont s'appliquer à tous les cas qu'on va voir durant la fin de la semaine et la fin de la semaine. Donc, c'est justement un peu pour répondre à la question c'est quoi nos expertises pour prétendre arriver à présenter ça. On peut se présenter un peu plus, de manière un peu plus large, en fait. Moi, mon champ de recherche, mon champ d'étude principal, c'est les pratiques féministes en jeux vidéo. Donc, dans le cadre de ma thèse que j'ai toujours pas terminée. Justement, je cherche à regarder des formes de pratiques de jeux, des pratiques féministes dans le jeu vidéo, en fait. Avec ça, évidemment, il y a des dimensions politiques, des dimensions critiques, transgressives aussi. Donc, ça, c'est des choses dont on va parler un peu aujourd'hui. Je cherche grosso modo à savoir, est-ce que c'est possible de jouer à des jeux vidéo de manière féministe et qu'est-ce que ça implique? Je peux appuyer sur le tableau. OK. J'ai pris le crayon parce que quand il y a des tableaux comme ça, j'ai toujours envie de souligner des affaires. Simplement. Je ne ferai pas. C'est un bon représenter. C'est vrai que c'est important. Parce que oui, moi, dans le fond, je m'intéresse beaucoup aux jeux de stratégie et de gestion. Et je m'intéresse à la représentation du pouvoir dans les jeux de stratégie et de gestion. Et le pouvoir en soi, évidemment, c'est un concept qui m'intéresse. Mais je l'ai pris un peu comme prémisse de réfléchir à comment est-ce qu'un corpus de jeu est constitué. Comment est-ce que ces jeux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils mettent en scène, qu'est-ce qu'ils représentent, ultimement, ce point commun-là, c'était à mon sens le pouvoir. Donc, c'est ce qui m'a mené à réfléchir à ces questions. Ça marche. Oh, yay! Attends, ça marche. J'allais vers le bas, ça a comme descendu. Justement, la question pourquoi présenter ensemble, comme Simon a dit, c'est assez rare un keynote avec 2 personnes qui parlent, surtout qu'on n'a pas fait de travail spécifiquement sur le pouvoir et la vulnérabilité ensemble. Donc, depuis 2018, je pense qu'on co-enseigne le cours d'éthique ensemble. Donc, c'est une formule qu'on a commencé ici à l'UQAT, un cours d'éthique et jeux vidéo. Puis c'est une formule qui fonctionne super bien à notre avis. Et aussi, pourquoi nous deux spécifiquement, mais c'est un peu une mise en lien des 2 thématiques de recherche. Un peu pour faire la joke, Simon du pouvoir, moi c'est la vulnérabilité. Puis, en fait, on voulait essayer d'éviter ça. On voulait essayer d'éviter ça, mais ça va quand même être ça un peu. Je ne veux pas trop prendre de place dans la discussion. Non, mais en fait, ça fonctionne quand même parce que, comme tu as dit, tu as travaillé sur les questions de pouvoir. Puis, évidemment, dans les approches féministes, on n'a pas le choix d'aborder la question de la vulnérabilité. Exact. Je veux pas, moi, je me suis intéressé au pouvoir, mais je me suis intéressé au pouvoir, aux représentations du pouvoir alternatives. C'est comment est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui les représentent de manière différente. Donc, je me suis aussi intéressé à des questions de vulnérabilité. Effectivement, les questions féministes, c'est pas juste la vulnérabilité. Non, au contraire, c'est une question d'empowerment, de reprendre du pouvoir. Exactement. C'est un peu justement un angle dont on va parler aujourd'hui. C'est comment, avec la vulnérabilité, comment on peut utiliser la vulnérabilité comme un peu comme contre-pouvoir, finalement. C'est comme manière de vivre. Donc, ça pour en venir à notre vraie introduction
réflexion que notre rôle aujourd'hui, on s'est dit, notre rôle de conférence d'ouverture, c'est d'expliquer des relations de pouvoir et de vulnérabilité et leur rôle sur le savoir en jeux vidéo. Jeux vidéo de manière très large. Moi, j'essaie à regarder donc vos propres limites et vulnérabilités pour comprendre aussi leur importance dans le cadre de la recherche en jeux vidéo. Et surtout, le dernier point, ne pas donner de réponse, mais ouvrir à la réflexion. L'ouvrir à la réflexion, en fait, c'est quelque chose qu'on amène beaucoup dans notre cours d'éthique, entre autres. On essaie de dire à nos étudiants, on n'est pas là pour vous dire comment penser, mais on est là pour vous aider à vous poser des questions. Donc, on s'est dit, notre rôle encore aujourd'hui, ça va être un peu ça, de vous donner des pistes de réflexion pour qu'on puisse discuter ensemble par la suite et réfléchir à ces relations de pouvoir, des relations de domination aussi dans le jeu. Oui. Attends, si tu fais... Non, mais là, c'est probablement qu'il faut que je clique. Genre, il faut que ma souris soit à droite. Oui, puis là, en fait, Non. j'ai des notes. Regarde. On peut juste utiliser le... Oui. Ah, bon, là, ça le fait plus. Voilà. Voilà, c'est moi qui fais. Voilà. Donc, notre problématique aujourd'hui, ça va être de se poser la question, comment la vulnérabilité peut devenir un outil critique face au pouvoir avec le pouvoir. Donc, on s'est dit, on va vraiment mettre en relation les deux. On n'aime pas la dichotomie de dire qu'on est soit du pouvoir, soit de la vulnérabilité. On va essayer de voir comment les deux fonctionnent ensemble. Comment est-ce que, justement, quand on se présente de manière vulnérable, ça nous donne un certain pouvoir. Ça nous donne des éléments de pouvoir qu'on ne peut pas avoir autrement. Et même quand on est au pouvoir, peu importe la situation de pouvoir dans laquelle on a toujours des vulnérabilités. Et c'est souvent ces vulnérabilités-là qui nous permettent même d'asseoir un plus gros pouvoir. Donc, le plan de la présentation, très simplement, on va commencer à parler de pouvoir et contrôle, ensuite de vulnérabilité. Et notre dernière section qui là va être un peu plus ouverte à la réflexion, je pense que c'est là qu'on va pouvoir plus discuter avec vous. On va parler de critique et d'autoréflexivité. Par ce pouvoir et contrôle, ma job. Donc, quand je m'intéresse aux jeux de stratégie, je me suis intéressé évidemment à des jeux que la plupart des gens voient comme étant justement des jeux de pouvoir ou des jeux où est-ce que le plaisir, c'est de contrôler des personnages, de contrôler des troupes, des armées, etc. Tu veux t'occuper de... Oui. Je vais avoir l'air niaiseux en donnant un coup sur le truc. Parfait. La magie. Voilà. Donc, quand on pense à des jeux de guerre, par exemple, comme Company Heavy Road, c'est des personnages qui se battent, c'est plein d'affrontements, c'est plein de guerres, de violence, etc. Mais les jeux de stratégie et les jeux de gestion, ce sont aussi des jeux où il y a des personnages. On peut parfois aller prendre le thé avec pour justement créer des relations, ou même des personnages qui doutent de ce qu'ils font. Quand on parle aux personnages, souvent, ça dépend des jeux bien sûr, mais il y a beaucoup de jeux où nos personnages eux-mêmes doutent de ce qu'ils ont à faire, eux-mêmes se posent des questions, eux-mêmes se disent que c'est peut-être pas une bonne chose de combattre, de tuer des gens, etc. Donc, c'est des jeux qui, à l'intérieur de leur mécanique, ont l'air d'être des jeux justement axés sur la violence et l'affrontement, mais où il y a malgré tout des gens qui remettent en doute ce qu'ils ont fait, remettent en doute ce qu'ils doivent faire, des gens qui se posent des questions et qui réfléchissent à l'action du combat et de la guerre elle-même. Voilà. Donc, le pouvoir, à travers tout ça, le pouvoir comme concept, c'est assez le pouvoir comme concept, c'est assez complexe parce que, effectivement, c'est un mot qui est utilisé de plusieurs manières et souvent sans qu'on prenne le temps de le définir. C'est rare quand on parle de pouvoir dans la vie quotidienne qu'on a besoin de définir qu'est-ce que le pouvoir. Actuellement, on en parle sans avoir besoin de passer par une définition. Mais souvent, quand on en parle, c'est lié aux possibilités d'action. C'est lié à une fonction même inhibitrice. On a l'impression qu'on est dominé, qu'on est opprimé par le pouvoir. C'est lié à la collectivité, à l'oppression, à la gouvernance ou à l'autodétermination. C'est quelque part dans ces eaux-là, habituellement, lorsqu'on utilise le concept de pouvoir. Et la définition peut-être la plus reprise, c'est celle de Max Weber. C'est dans ce livre de John Galbraith, écrit avec sa femme, Andrea Williams, malheureusement pas crédité dans le livre. C'est
autre question. Voilà. Donc, il dit finalement, Max Weber, la possibilité d'imposer sa volonté au comportement des autres personnes. Donc, autrement dit, ben, c'est la manière la plus simple et la plus classique de parler du pouvoir. Et comme on est des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, lorsqu'on entend le mot pouvoir dans le cadre d'un jeu vidéo, ben, des fois, on a autre chose en tête qui ressemble plus à des bonhommes qui pognent des choses et qui deviennent meilleurs, qui gagnent des pouvoirs. Il y a comme un peu une étrange polysémie, finalement, de dire que le pouvoir, ça peut être quelque chose de très grand, c'est dominé par quelque chose, et aussi ça peut être de pouvoir lancer des boules de feu. Donc, la notion de pouvoir, en ce sens, ben, elle est d'emblée, elle est floue. Elle veut dire bien des choses, on l'emploie de manière quotidienne de plusieurs manières. Une définition que j'aime bien, ben, c'est celle de Judith Butler. C'est peut-être même pas tout à fait une définition, mais c'est une caractéristique importante qu'elle note du pouvoir. Et qui est en quelque part commun à plusieurs des définitions des cas qu'on peut imaginer lorsqu'on parle de pouvoir. C'est que le pouvoir, ce n'est pas une volonté claire qui permet l'action, mais c'est quelque chose qui a une instabilité et qui implique une constante renégociation. C'est rare qu'on arrive dans des situations où on a une personne qui a un pouvoir total et absolu. Il y a souvent des contre-pouvoirs, il y a souvent des gens qui exercent leur influence quelque part. Il y a souvent des gens qui, sur le terrain, font quelque chose, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui leur dit de faire quelque chose. Donc, si on ne sait pas trop qui est en train de faire l'action lorsqu'on parle de pouvoir, si vous avez parcouru 10 minutes une université, vous vous êtes rendu compte probablement qu'il y a quelque part, il y a comme un pouvoir bizarre dans une université. On a l'impression que les choses ont été mises en place par quelqu'un quelque part. Puis en même temps, c'est une institution. Donc, dès qu'il y a quelque chose qu'on trouve bizarre, qu'on voudrait changer, on a l'impression qu'il y a comme un gros pouvoir et ça va être super compliqué de changer les choses. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas donc une grande stabilité, c'est quelque chose qui est un peu flou, qui est difficile à définir habituellement. Donc, je propose, pour parler entre autres des jeux vidéo, mais aussi peut-être, je prétendrai peut-être parler d'autres choses que les jeux vidéo à travers ça, de faire la distinction entre le pouvoir et le contrôle. Dans un jeu vidéo, donc le pouvoir s'articule habituellement d'un niveau différent du contrôle. Donc, ce que j'appelle contrôle, c'est pas nécessairement le pouvoir, et vice-versa. Qu'est-ce que le pouvoir et le contrôle? J'en propose une petite typologie. Donc, le contrôle, c'est quoi? Ben, pour moi, le contrôle, c'est ce qui est lié à justement ce qu'on appelle souvent en anglais les controllers, donc les contrôleurs de jeu. Le contrôle, c'est les éléments qui sont plutôt isolables, qui ont une certaine agentivité claire, on sait ce qu'ils vont faire habituellement, qui ont un sujet identifiable. Je sais que je possède, par exemple, une manette dans les mains, et que je peux faire des actions avec cette manette-là, et qui a une rétroaction qui est souvent immédiate. Lorsque je contrôle une voiture, par exemple, lorsque je conduis, il y a un certain contrôle sur la voiture. Il n'y a pas énormément de doute que je contrôle la voiture. Je peux la contrôler à plus ou moins grande échelle, mais il n'y a pas le moteur qui fait une pression politique pour m'empêcher de rouler à 120 km/h. C'est la machine, c'est la machinerie qui contrôle ultimement l'intérieur. Et bien sûr, ben, les jeux vidéo impliquent souvent du contrôle. C'est assez fréquent, c'est à la base souvent même on pourrait dire c'est un des UTM. Je ne sais pas si j'en vois le UTM. Une des manières, un des moyens d'expression des jeux vidéo les plus communs. Alors que le pouvoir, ben, c'est plutôt une multiplicité d'éléments. Donc, c'est basé sur des relations. Et ça utilise des dispositifs qui sont plus complexes. Pas seulement une machine, mais souvent, ça va utiliser justement la loi, ça va utiliser des institutions, ça va utiliser des ordres professionnels, ça va utiliser l'espace d'une certaine manière. Et ça va aussi impliquer des processus de subjectivation et d'assujettissement. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on est dans une relation de pouvoir, même si on ne s'y soumet pas volontairement à 100%, bien souvent, on finit par accepter la domination que le pouvoir a sur nous. Autrement dit, ben, même si on ne le fait pas, pour plein de raisons sociales, etc., ben, on le sait qu'on a le pouvoir de se sauver et plus jamais revenir à l'université. On ne le fait pas parce qu'il y a plein d'autres trucs, on est dans une multiplicité d'éléments. Mais on accepte malgré tout de venir s'asseoir dans une classe, on accepte malgré tout de jouer, pour reprendre l'expression de Drake tantôt, les règles du jeu universitaire. Même si on n'est pas toujours habile, même si on n'a pas toujours la réponse à ces règles du jeu. Et ce qui fait que ben, dans le pouvoir, la rétroaction est à beaucoup plus long terme, voire carrément absente. Pensons même à des situations, la suprématie blanche, par exemple, aller quelque part de majoritairement blanc et dites-leur qu'ils ont du pouvoir.
Ils s'en rendront probablement pas compte ultimement, puis ils vont le nier à 100%. Et c'est d'autant important donc de réfléchir au pouvoir que les gens qui le mettent en place, parfois même les gens qui le subissent, n'ont pas nécessairement une rétroaction, ils n'ont pas nécessairement une conscience. Donc pour moi, c'est important de faire cette distinction-là, parce qu'une fois qu'on arrive dans le cadre des jeux vidéo, ben, on voit bien qu'on utilise du contrôle et du pouvoir, mais à des degrés extrêmement différents de ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Donc, je veux jouer un jeu comme Foundation, ici, et gérer ma ville, gérer mon village médiéval et tout. Et ben, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ça? Moi, comme joueur, j'ai du contrôle. J'ai du contrôle sur des personnages, je peux faire bouger des choses. Et les personnages vont m'offrir une certaine rétroaction relativement rapide pour me permettre d'intervenir à l'intérieur de ce village. Mais ce que je mets en scène à l'intérieur de ça, c'est une situation de pouvoir. C'est-à-dire que si j'étais vraiment un maire d'un village, ben, j'aurais du pouvoir sur mes villageois, j'aurais le pouvoir d'instaurer, d'ordonner, disons, la construction de tel bâtiment à tel endroit et tout. Et comme je suis face à une machine, ben, je ne peux pas utiliser mon pouvoir pour dire à tout le monde, let's go les pixels, faites ça. Ça se fait à travers les règles du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a transformé, on a mis en scène une relation de pouvoir à travers des relations de contrôle à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que quand on regarde un jeu comme Foundation, en fait, c'est pas si différent d'un jeu comme Empires of the Underworld, qui est finalement un jeu où on tue des insectes. Et les insectes, lorsqu'ils se déplacent, ben, pas non plus diminuer l'intelligence des insectes. Collectivement, ils sont très intelligents, mais individuellement, ils suivent des phénomènes. Donc, on les drop, quelque part quelque chose à faire, et eux, ils vont suivre ça. Donc, c'est pas leur intelligence individuelle qui détermine leurs actions. Ce qui fait que quand on joue avec des insectes, ben, dans la vraie vie aussi, c'est du contrôle. Et ultimement, c'est ce qui montre qu'un jeu vidéo, à la fois qu'il soit une simulation d'insectes ou une simulation de village, en termes de mécanique, il n'est pas très différent. En termes de ce qu'on veut représenter, c'est différent. Et ça montre bien les limites, en quelque part, de ce que le pouvoir peut être comme mis en scène à l'intérieur d'un jeu. Donc, le discours des jeux vidéo porte parfois sur le pouvoir, mais les outils rhétoriques que le jeu vidéo a à sa disposition sont plutôt sur du contrôle. Et donc, si c'est le cas, qu'est-ce que le pouvoir, finalement? Quand est-ce qu'il y a des situations de pouvoir dans le jeu vidéo? Sur quoi est-ce qu'il va s'exercer? Et justement, ben, je tends la pêche à Pascal, en quoi est-ce qu'il va être lié à la vulnérabilité? Je dis, je te tends la pêche, c'est pas vrai, je peux continuer pour la prochaine slide. Ouais. Mais, parce que je n'avais pas vu qu'elle était quand même. Je me souvenais plus, mais l'autre slide, c'est très important. D'ailleurs, on est gorgé d'autres, c'est très important. Pourquoi? Parce que ben, le pouvoir peut s'exercer au moins dans 4 domaines qui ont été identifiés par Patricia Hill Collins dans la communauté. Donc, super intéressant, justement. C'est une typologie qu'on peut rediriger autrement selon évidemment ce qu'on veut valoriser. Mais elle met vraiment de l'accent sur la dimension disciplinaire de la domination, la dimension structurelle de la domination, la dimension hégémonique et la dimension interpersonnelle. Disciplinaire et structurel, ben, disciplinaire, c'est l'aspect policier qu'on trouve dans la société. Il y a une police, il y a une imposition de certaines choses. C'est ce qu'elle appelle la domination disciplinaire. Alors que la domination structurelle, c'est la dimension plus conventionnelle, les normes sociales qu'on va utiliser, qui vont nous guider d'une certaine manière. La dimension hégémonique, ce sont les représentations, les idéologies telles qu'elles sont représentées dans les médias. Et la dimension interpersonnelle, ben, c'est les relations d'être humain à être humain plus direct. Et à travers tout ça, ben, toutes les dimensions de pouvoir peuvent s'exercer donc à l'intérieur de tout ça. Et inversement, même, les relations de vulnérabilité aussi peuvent se jouer sur ces 4 volets-là. Et parce qu'une conférence ne serait jamais conférence sans un mime de Game of Thrones. J'aime bien cette citation donc, de Harry Lannister quand il dit « L'homme qui doit dire « Je suis le roi n'est pas un vrai roi ». Et je trouve justement que ça montre bien que quand on regarde la multiplicité du pouvoir à l'intérieur, ben, en fait, souvent la personne qui est devant vous et qui a l'air d'avoir du pouvoir n'est pas nécessairement la personne qui directement exerce le pouvoir et exerce seul. Même au contraire, souvent quand on a besoin de dire je fais ça, j'ai du pouvoir, je suis capable de faire ça, c'est souvent le moment où en fait on est en train de perdre le pouvoir ou on ne l'a jamais eu. Donc l'important c'est de réfléchir justement à l'idée que le pouvoir c'est quelque chose de pluriel et qui n'a pas nécessairement non plus à être intentionnel pour exister, qui peut s'exercer de bien des manières.
ultimement, qu'il n'y a pas besoin qu'on ait une personne qui ait l'intention d'exercer du pouvoir. Et le pouvoir nécessite une certaine vulnérabilité, on y reviendra tantôt, parce que il s'exerce toujours dans un environnement où on ne peut pas contrôler, ultimement. On a beau essayer, puis des fois on le fait fort, hein, je trouve que dans la société, on aime bien, je parle de société comme si j'étais, en tout cas, ça fait vieux réac un peu. Dans notre société, on dit qu'on a toujours du contrôle. Mais en tout cas, ça pour dire, j'ai l'impression, moi-même, je me regarde, je fais de l'autoréflexivité, comme on dit, j'ai l'impression des fois qu'il y a des choses que je ne contrôle pas, ultimement, c'est pas correct. Et c'est ça qu'il faut, parce que quand on veut toujours tout contrôler, on finit par perdre le pouvoir qu'on peut avoir. De mon côté, bon, je vais revenir un peu en arrière sur la vulnérabilité. J'ai pas, comme Simon, j'ai pas travaillé sur le pouvoir en jeu vidéo. Moi, j'ai commencé plus à m'intéresser à la vulnérabilité en vue de ce colloque-là spécifiquement. Donc, on va revenir un petit peu en arrière pour théoriser qu'est-ce que la vulnérabilité. Parce qu'un peu tout le monde, on pourrait dire, on sait un peu tous c'est quoi. Ici, il y a Éloi Paradis-Deschênes qui, il me semble, cite même Judith Butler, qui dit qu'être vulnérable, c'est être exposé à un monde dont nous n'avons pas la maîtrise totale. Ou justement le contrôle total, on pourrait faire référence à ce que Simon dit. Donc justement, si le pouvoir a été quand même largement étudié, on réfléchit au pouvoir, on comprend un peu c'est quoi la vulnérabilité, on l'a moins défini vraiment. On pourrait dire justement, c'est assez évident que bon. La vulnérabilité, c'est on n'a pas la maîtrise totale de ce qui nous arrive autour. Je peux switcher. Mais justement, il y a quand même des personnes, les chercheurs, chercheuses, surtout chercheurs, qui ont théorisé qui ont réfléchi à la vulnérabilité, le font souvent l'ont fait souvent d'un point de vue très patriarcal, très autonomiste. Donc, quelqu'un qui est vulnérable doit se faire sauver. Par exemple, on doit aider les personnes vulnérables. Je peux changer de diapositive, mais il y a justement, on a tendance à imaginer l'action ou l'agentivité ou même l'autonomie d'un point de vue paternaliste quand on réfléchit à la vulnérabilité. Donc, depuis quelques temps, il y a, depuis peut-être une vingtaine d'années, il y a des théories féministes, donc ça, on rentre un peu plus dans mon domaine, qui s'intéressent vraiment à la vulnérabilité dans un but de contrer ce côté-là un peu patriarcal, justement, un peu réfléchir à la vulnérabilité, mais voir comment on peut l'utiliser pour résister contre le pouvoir. Et entre autres, il y a Judith Butler, Galvetti et Sadisté qui disent que les conceptions dominantes de la vulnérabilité et de l'action présupposent et soutiennent l'idée que le paternalisme est le lieu de l'action. Donc, c'est vraiment avec, justement, on agit. Dans certaines théories féministes ou non, l'action, c'est le lieu, justement, de plus paternaliste, alors que c'est... Bon, je recommence. Je lis la citation. L'idée que le paternalisme est le lieu de l'action et que la vulnérabilité, comprise uniquement comme victimisation et passivité, est invariablement le lieu de l'inaction. Donc là, on a cette espèce de dichotomie-là, action, pouvoir, vulnérabilité, inaction. Et justement, il y a des théories féministes qui essaient de sortir de cette dichotomie-là pour réfléchir un peu. Donc, je peux changer la diapositive. On remarque trois grands courants, en fait, où la question de la vulnérabilité est assez importante. Ou trois théories féministes de la vulnérabilité. Donc, il y a des théories un peu plus libérales. Il y a des théories du care aussi, ça, c'est quelque chose dont on parle. Je pense même qu'il va y avoir un panel sur le care, si je ne me trompe pas, ou c'est plus sur... non, ok. C'est sur les causes du game, mais c'est sur les causes du game, en fait. Pas loin. Je commence par le même. Il y a du care dans le cause. Voilà. Et il y a aussi, les théories féministes critiques, c'est ça qui va nous amener justement à réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser la vulnérabilité comme lieu d'action. Changer le date. Bon, merci. Donc, dans des théories un peu plus libérales, on commence à réfléchir un peu à avoir une certaine typologie, une taxonomie de la vulnérabilité. Les autrices remarquent que je ne vais pas citer, mais en tout cas, les autrices remarquent dans cette approche un peu plus vulnérable qu'il y a des différences entre des sources de vulnérabilité et des états de vulnérabilité. Les sources de vulnérabilité, c'est un peu ce qui vient causer, et il y a plusieurs, on ne va pas rentrer trop en détail, mais il y a plusieurs sources qui sont inhérentes ou situationnelles, par exemple, ou pathogènes. Alors que des états de vulnérabilité, c'est des choses qui vont vraiment être temporaires, qui sont situées dans le temps. Ça va être propre à chaque individu, on peut être à certains moments
un peu plus vulnérables. Ça va être aussi en fonction de différents facteurs. Donc, par exemple, le sexe, l'âge, la classe sociale, la nationalité, le contexte sociopolitique, les handicaps aussi, par exemple. Donc, quand on parle de questions de groupes marginalisés, ces questions-là, ces états de vulnérabilité-là, rentrent aussi là-dedans. Dans l'éthique du care, justement, on cherche vraiment à réfléchir à la vulnérabilité, à mettre au centre de la théorie. Et un peu différemment des théories libérales, c'est une théorie qui implique un peu plus l'action, qui cherche à avoir des transformations sociales. Donc, on veut, en fait, tu peux changer de diapo. Quand on parle du care, c'est vraiment l'idée qu'on a une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc, ce monde-là comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, un soutien à la vie. Donc, ça, c'est une définition assez de base sur les théories du care. En fait, tu peux revenir en fait à la citation, juste parce que j'ai OK. c'est ça, en fait, la vulnérabilité, donc, c'est au centre des conceptions du care. Ça implique que les individus sont non seulement interdépendants, pardon, mais ils sont aussi appelés à venir en aide à des personnes vulnérables. Et donc, ça pousse à l'action envers la vulnérabilité. Plutôt que de freiner, par exemple, plutôt que de dire on voit une personne vulnérable, on va pas lui faire mal encore plus. C'est vraiment de dire on voit une personne vulnérable, on va les aider. Donc, je dirais l'éthique du care mène vraiment à l'action. C'est le précepte principal, peut-être, de cette éthique-là, en lien avec la vulnérabilité. Par contre, pour des théories critiques, un peu plus critiques, dont Judith Butler fait partie, pour elle, elle cherche vraiment à politiser la vulnérabilité. Pour elle, c'est pas assez juste faire une action. Et d'après elle, on a une responsabilité sociale en tant qu'individu, en tant que groupe, pour utiliser la vulnérabilité à des fins de résistance, en fait, carrément. Parce que, d'après elle, les deux autres approches, c'est vraiment plus des approches individualistes. Donc, pour Judith Butler, la vulnérabilité, c'est une condition à la fois universelle et individuelle, aussi vraiment reliée au corps, principalement. Puis pour elle, la vulnérabilité a une relation interdépendante aussi à notre rapport au monde social. Donc, pour elle, c'est pas possible de comprendre la vulnérabilité en dehors du corps, de ses relations avec les autres. Et ainsi, aussi, on ne peut pas comprendre la vulnérabilité sans comprendre les conditions de la vie, finalement. Donc, Judith Butler cherche à introduire une nouvelle compréhension de la responsabilité sociale en lien avec la vulnérabilité. Et pour elle, en fait, elle va même pousser vers un état de la solidarité. Pour elle, il faut réfléchir à la vulnérabilité de manière critique. Donc, plus juste l'utiliser de manière individuelle ou d'aider les gens, mais vraiment, suivant une approche critique, si on se fie à la définition de Foucault. Donc, justement, quand on parle d'approche critique, c'est Foucault qui mentionne que la critique, c'est le mouvement par lequel le sujet se donne le droit d'interroger la vérité sur ses effets de pouvoir. Et le pouvoir sur ses discours de vérité. Donc, la critique, ça va être l'art de l'incertitude volontaire, celui de l'indocilité réfléchie. La critique aurait essentiellement pour fonction le voilà, c'est bon, dans le monde du jeu, dans le jeu, pardon, de ce qu'on pourrait appeler d'un mot la politique de la vérité. Donc, tu peux changer. Donc, pour Judith Butler, c'est vraiment avoir ce rapport-là critique, réfléchir au pouvoir, aussi en fonction avec la vulnérabilité, pour en plus d'avoir un état de la solidarité. Qui affirme une dépendance mutuelle, cette dépendance à l'égard d'infrastructures et de réseaux sociaux affectifs, et qui ouvre la voie dans une sorte d'improvisation à une réflexion sur la création de moyens institutionnels et collectifs. C'est ça. Finalement, grosso modo, Judith Butler cherche à réfléchir, à penser finalement une nouvelle forme de responsabilité afin de proposer une mobilisation politique. Et c'est un peu comme les autres qu'on a présentés, les autres théories qu'on a présentées, la question d'interdépendance est super importante dans ce que Judith Butler. Mais pour elle, le contraire, elle dit que le contraire de la précarité ou de la vulnérabilité, donc c'est pas la sécurité, c'est vraiment une lutte pour un ordre social et politique égalitaire dans laquelle une interdépendance vivable serait possible. Je lis en arrière mes citations. Donc, c'est ça pour elle, la responsabilité sociale devient alors l'ordre de la lutte politique, tout simplement, lutte de pouvoir.
petit peu changé. Donc, finalement, c'est vraiment l'idée que la vulnérabilité et la capacité d'agir ne peuvent pas être pensées que de manière conjointe. En fait, il faut qu'on pense à la vulnérabilité et à l'action, la mise en action, car notre capacité d'agir est indissociable de notre condition de vulnérabilité. Donc, la relation entre la vulnérabilité et la résistance peut prendre deux formes, finalement. La résistance à la vulnérabilité et la deuxième forme que je peux mentionner aussi, c'est la vulnérabilité comme forme politique de résistance. Et qui va informer cette résistance-là, qui va l'alimenter aussi plutôt que l'opposer. Donc, la vulnérabilité, c'est pas complètement active, mais pas complètement passive non plus. Ça apparaît dans une espèce d'entre-deux. Voilà, c'est ça. En fait, ça nous amène à la question plus de la critique et de l'autoréflexivité. Donc, il faut vraiment avoir cette idée-là qu'on utilise la vulnérabilité comme manière de résister à une certaine forme de pouvoir hégémonique. On amène cette troisième partie-là de notre présentation qui parle de critique et d'autoréflexivité. On regarde notre 10 minutes. Ça fait 30 minutes. OK. Bon, on se dépêche. Non. Non, on veut les exemples. De toute façon, notre oui, c'est vrai. Ça fait quand même 30 minutes qu'on Ça fait quand même 30 minutes que vous parlez. Mais on est chill ici. Oui, c'est C'est le chaos, c'est décontracté. Un peu cette partie-là, cette troisième partie-là, c'est vraiment dans l'idée qu'on veut donner un rôle à la critique, à l'autoréflexivité aussi, par rapport à la vulnérabilité, pour permettre de résister au pouvoir en faisant ressortir le cadre normatif dominant et les inégalités. Voilà, c'est un peu notre objectif. C'est pour ça, moi, par exemple, que je me suis intéressé au jeu de stratégie, je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière, c'était quoi la norme, qu'est-ce qu'on trouvait en faisant ressortir les éléments qui sont différents, justement, qui résistent en quelque part aux formes dominantes. On parle de résister, mais on peut aussi parler de transgresser, par exemple transgresser le pouvoir. Puis, dans le livre sur Transgression in Games and Play, il y a vraiment cette citation-là qui nous a beaucoup intéressés. C'est l'idée que l'acte de transgression, de résistance, en fait, aussi, pourrait être est un acte profondément réflexif de négation et d'affirmation qui reconnaît et met en évidence la norme sociale. Donc, on est vraiment dans cette idée-là aussi de critique, de transgression. On réfléchit sur nous-mêmes, on est auto-réflexif afin de montrer, de critiquer le pouvoir, de mettre en évidence des formes d'inégalité aussi. Justement, on peut, dans le livre, je sais pas nommer, parce que dans un chapitre du livre Transgression in Games and Play, cette personne, dont non plus je ne prononcerai pas le nom, propose différents types de transgressions, puis nous on a adapté un peu. Justement, ce qu'on va montrer, c'est comment on peut utiliser la vulnérabilité dans les formes de jeu, dans les pratiques de jeu aussi, pour transgresser, pour critiquer, résister au pouvoir. Nous, on a rajouté même dans ce type de transgression-là des pratiques des industries, dont on va parler un peu, et le jeu à l'université, parce qu'en tant que chercheuse universitaire, c'est sûr que la question de l'université est super importante pour l'université, la recherche, le monde académique. Donc, on voulait aller voir des formes de jeux vidéo qui étaient un peu plus subversives, transgressives. Pour ceux qui ne connaissent pas, Terra Nil, c'est un jeu de gestion. Ce qui est intéressant de Terra Nil, c'est qu'on arrive dans un univers qui est stérile, qui n'est pas habitable. On présuppose, c'est pas nécessairement de mémoire, pas si évident que c'est à cause des aliments. Mais on pourrait penser que. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive avec un genre de vaisseau spatial et on installe des trucs très technologiques pour rendre cet univers vivable pour les animaux et de la faune, etc. Mais le but, ce n'est pas que de créer cet environnement vivable-là, c'est aussi de retirer les appareils technologiques pour que le monde, finalement, vive de lui-même. Donc, à chaque fois qu'on fait une stratégie pour, justement, entre guillemets, coloniser cet environnement-là, le transformer, ben, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va reprendre ce qu'on vient de déployer là. Donc, ne serait-ce que ces petites mécaniques-là font en sorte que ça nous pousse à réfléchir à du développement durable et à comment, justement, notre action sur l'environnement a des influences et on doit y penser à comment est-ce qu'on a un impact sur l'environnement. Si je mentionne, on ne l'a pas mentionné, mais ces exemples-là qu'on donne, c'est vraiment un début de réflexion. Ah oui. Là, on n'a pas écrit oui, c'est pas les meilleurs. On voulait que ça puisse. Spiritfarer, c'est un jeu sur lequel une de mes étudiantes au doctorat, Lotimi Rodmilan, travaille. Et c'est justement un jeu de gestion où, à travers ça,
une gestion, grosso modo, de relations humaines, surtout. Donc, on est un personnage qui va amener les âmes vers leur dernier repos. Et à travers un vaisseau, un bateau, on se promène dans différentes îles et on va chercher des ressources pour, entre autres, venir accommoder les personnes qu'on transporte sur ce vaisseau-là, jusqu'à ce que ces personnes-là soient prêtes à accepter la mort, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute la dimension de gestion, il faut aider les personnages. Mais en même temps, les personnages vont s'ouvrir progressivement à nous, on va créer des relations avec ces personnages-là. Et donc, ce n'est pas que de maximiser finalement les actions dans la gestion, c'est aussi de créer des relations avec les personnages. Donc, c'est un jeu qui montre bien qu'il y a autre chose que de la gestion dans des jeux de gestion. Donc, ça, c'était plutôt par rapport à des jeux spécifiques, en lien avec des pratiques de jeu aussi. L'an passé, dans le cadre du Off Stifel, donc Loïc avait organisé des conférences un peu plus humoristiques, un événement plus humoristique. J'avais fait une présentation où je disais que j'avouais que je suis pas bonne à des jeux vidéo. Je suis vraiment mauvaise. J'aime pas qu'on me regarde jouer à des jeux parce que justement, je suis un peu mauvaise. Et finalement, j'associais pas une image de jeu vidéo, mais je trouvais que ça avait quelques c'est un peu mon état quand je joue à des jeux vidéo. Donc, c'est ça, dans le cadre de Hostel, je discutais que j'étais mauvaise à des jeux vidéo, mais j'essayais de réfléchir est-ce que c'est une pratique féministe, peut-être, d'être mauvaise à des jeux vidéo. Ma logique derrière, c'est que finalement, on le sait, il y a beaucoup de recherches universitaires qui démontrent que certaines communautés de jeux sont peu accueillantes envers des femmes, des groupes marginalisés. Et souvent, des femmes, des joueuses vont être perçues assez largement comme étant moins bonnes et préfèrent jouer à des jeux un peu plus casual selon leurs études, une qui date de 2018 en particulier. Pour briser un peu ce stéréotype-là d'une fausse gamer girl, il y a eu un nouveau stéréotype qui a été mis en place, justement l'espèce de joueuse qui doit être prise qui doit être excellente pour essayer d'autres lieux dans les communautés. Donc, c'est une femme qui doit vraiment être super bonne, accéder à tous les coups. Mais ça peut justement, on peut avoir faire une petite analyse, ça peut être un peu même, on reprend les règles du jeu patriarcal, justement, l'idée de l'action pour adopter les règles du jeu et s'en sortir individuellement. Donc, un peu de manière humoristique, je me disais, moi, en étant mauvaise à des jeux vidéo, je brise ce stéréotype-là et finalement, c'est super féministe de dire non, l'action, pas l'agentivité, mais l'action, l'autonomie, ne doit pas nécessairement être la seule voie de sortie. C'est correct d'être mauvaise à des jeux vidéo. Donc, c'était mon exemple, en fait, d'être. Est-ce que être mauvais ou mauvaise à des jeux vidéo peut être féministe? D'après moi, oui, c'est une possibilité. On pourra en discuter peut-être plus tard aussi. Une autre forme de pratique, non, j'ai pas le temps malheureusement de parler de ça, il reste 2 minutes, mais on pourra encore pas en parler aussi. Sinon, dans les pratiques chez Rachel, par exemple, qui propose, encore une fois, dans l'approche féministe, que les cercles on pourrait dire de lecture, mais les cercles de jeu, pour elle, c'est vraiment féministe aussi, de discuter, de réfléchir. Donc, c'est s'unir dans une certaine forme de vulnérabilité pour accéder à une certaine critique du pouvoir. D'autres plateformes comme itch.io permettent de sortir des jeux sans avoir à passer par des processus de l'industrie classique du jeu vidéo. Donc, ça permet évidemment des voix marginalisées de se faire entendre. Et en même temps, ça devient aussi des espaces pour des personnes marginalisées. Quand je vais sur un jeu, quand je vais sur itch.io, je m'attends à avoir un certain genre de jeu mis de l'avant. Ce pas nécessairement ces genres-là seulement qui sont présents, mais je vois bien que c'est une plateforme qui est accueillante justement pour des communautés marginalisées. D'autres initiatives, bien sûr, on voudrait éventuellement redonner du pouvoir aux travailleurs, donc passer par des processus de syndicalisation. Donc, toutes ces choses-là sont des moyens de reprendre du pouvoir, puis finalement de ne pas, pour que l'industrie ne se laisse pas faire. Je ne sais pas comment dire autrement. On ne sait pas faire. Mais on voulait aussi avoir un rapport un peu autoréflexif sur notre travail, notamment nous, individuellement, parce que justement, le monde universitaire a tendance à regarder l'industrie commerciale de haut. C'est bien évidemment de parler de l'itch.io, mais en même temps, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas nécessairement des gens qui veulent reproduire de relations de pouvoir capitaliste, mais qui sont pris dans des systèmes capitalistes aussi. Donc, de regarder, je pense, moi, quand je forme mes étudiants, je sais qu'ils 90% vont aller travailler dans l'industrie AAA. Moi, j'essaye qu'ils aillent travailler dans cette industrie-là pour évidemment faire la révolution de l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais comme je suis évidemment un professeur d'université et que j'ai un devoir de neutralité par rapport à la politique, qui est sûr, je ne leur dis pas
gratuitement de faire ça. Je leur donne tous les outils pour qu'ils puissent éventuellement décider librement de le faire. Ça, c'est du pouvoir. Étudier les jeux vidéo, c'est reproduire des relations de pouvoir s'ils veulent pas. Parce qu'on en parlait justement, on a beau enseigner à des gens qui essayaient justement de leur faire réfléchir à des enjeux politiques, ben, on doit, pour qu'ils survivent dans ce monde capitaliste-là aussi, ben, leur donner, leur expliquer comment fonctionne le travail. Donc, il faut qu'ils soient capables de travailler malgré tout. Et en faisant ça, ben, souvent, on se rend compte qu'on reproduit des dynamiques de performance, par exemple, de livrables, etc., qu'on retrouve dans l'industrie aussi. Par exemple. Oui, ça le crunch, exactement. On fait ça aussi. On essaie de ne pas le faire, on essaie de leur donner des outils pour ne pas le faire, mais c'est extrêmement difficile. C'est pas quelque chose qui se fait, qu'on peut faire en séance de manière individuelle. Voilà. C'est la même chose au niveau du savoir fondamental plutôt que du savoir situé. C'est quand on réfléchit à est-ce que faire du savoir pour créer des jeux, c'est moins légitime que du savoir qui se fait complètement exclu de l'industrie. Il y a des relations de pouvoir même dans le choix des sujets qu'on aborde. Je vois que vous avez des questions à aborder un peu plus longtemps là-dessus. Rapidement aussi, ben, la légitimité du savoir, en fait, on disait, ben, par exemple, notre présentation aujourd'hui, comment faire pour que ça soit le meilleur, est-ce qu'on exprime nos doutes, parce qu'on a eu beaucoup de doutes en la faisant, puis on est arrivé avec l'idée aussi que dans un colloque, dans les présentations, les articles, on a tendance à vouloir montrer qu'on a raison, mais souvent le doute est le meilleur allié du savoir. Non, mais c'est vrai. On vous invite à poser des questions pour lesquelles vous discutez, parce que comme discuter de nous, c'est tôt, mais discuter de vous, c'est bien. On voulait parler malgré tout de ça parce que ce livre qui est super intéressant, on s'est posé la question pourquoi il n'y a pas d'approche féministe mais d'approche critique en général dans un livre qui fait l'introduction de toutes aux théories des jeux vidéo. Donc on s'est dit ça valait la peine de souligner que même si on dit on n'a plus besoin du féminisme en 2024, on a encore besoin du féminisme en 2024 parce que visiblement les apports du féminisme aux études du jeu vidéo ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. En fait, même, on ne veut pas attaquer ça spécifiquement non plus, mais on se pose la question, surtout en études francophones du jeu, on a tendance à partir de plus de recherches sur le privilège. On repart de la base à chaque fois, on dirait, et donc on se pose la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas on n'aborde pas ce genre d'études queer, féministes, parce que l'analyse antiraciste-là, comme s'il fallait se justifier aussi constamment à chaque fois. Notre plan, c'est pas d'appeler, comme je parlais d'appel anonyme, c'est bon, ça va de bon sens, pourquoi vous avez fait ça? Ça, on peut. On voulait mettre un meme parce que c'est drôle. Ouais. Mais on se posait la question, en fait, aussi, est-ce qu'on a une légitimité de parler de tout ça aujourd'hui, parce qu'on est quand même des professeurs à l'université aussi. Mais on se pose la question, est-ce qu'on doit être nécessairement vulnérable pour militer, qu'on peut agir sur la société en posant le privilège aussi. Le classique, est-ce qu'on peut avoir un cellulaire, ou pourquoi on travaille si on est anticapitaliste. C'est un peu, bon. On avait une logique derrière ça, c'est ça. Donc, il faut avoir un peu des contradictions, mais je pense que c'est super important quand même de réfléchir à cette position de pouvoir-là, de venir. Voilà. J'avais envie de finir avec cette petite citation de Pierre Lévy qui, justement, lui, ne parle pas seulement du pouvoir, mais veut aller vers la notion de puissance. Et la distinction qui parle de pouvoir et puissance, il a défini ici. Il va dire la puissance qui rend possible alors que le pouvoir, c'est ce qui bloque. La puissance libère alors que le pouvoir subordonne. La puissance accumule de l'énergie alors que le pouvoir la dilapide. Les technologies de l'information et la coordination, ces technologies-là sont devenues suffisamment perfectionnées pour que les avantages conférés à une communauté par une structure d'autorité forte ne compensent plus le gaspillage des ressources humaines et le freinage de l'exigence collective inhérent à l'exercice du pouvoir. Pour devenir puissant, un groupe humain doit désormais désinvestir les hiérarchies en lui et hors de lui. Donc, l'idée pour lui, c'est de dire que quand on se relègue à une conception très classique du pouvoir, où on a une personne qui est dans l'autorité et qui détermine les choses, qui oblige à faire certaines choses, bien, vous allez briser votre potentiel au lieu de le développer. Alors que si on travaille ensemble comme une collectivité, on s'avance, c'est que, ouais, c'est vraiment bon. Tu aurais pu devenir coach de vie. C'est dans mon top 3 avec mon orienteur. Donc, si on se met tous ensemble, aujourd'hui, on peut changer le monde. Et on peut donc, justement, devenir plus puissant. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés plus longtemps que
À quelle heure commence? Le prochain commence à 11h, en théorie, mais on a commencé 10 minutes en retard, fait qu'on peut donner une minute de lousse. Il y a une heure de pause. Donc, je commence à 11h. Bon, voilà, j'ouvrais la discussion, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais j'ouvre. Samuel? J'ai beaucoup de questions à poser. Je vais essayer de m'éviter à une pour le moment. Je me demandais si vous avez pensé d'utiliser des théories queer sur le sujet de l'échec, par exemple. Je sais qu'il y a Tony Gruber qui, elle, a participé à développer un peu cette conception-là d'échec par rapport à quelque chose de très queer. Oui, ben, je peux répondre. Il y a aussi Albert Sam qui en parle la question de l'échec, donc j'aborde dans une approche très queer. Quand j'avais fait ma présentation l'an passé sur le fait d'être mauvaise en jeux vidéo, c'est sûr que ça m'est venu en tête. Oui, je pense que justement pour résumer un petit peu l'idée d'avoir se mettre volontairement en situation d'échec, en particulier dans le cas des jeux vidéo, de briser les normes dans une approche très queer, briser justement, se mettre en position vulnérable pour détruire les normes, ce pouvoir-là, c'est quelque chose de super important. On ne l'a pas intégré dans la présentation, mais oui, c'est un point super important. On l'avait fait dans un bouillon quelque part, parce que c'est assez classique. Je trouve que j'en mets tout en évidence qu'on a tendance, quand on peut adopter cette perspective-là aussi d'échec, c'est de juste faire des trucs avec un jeu vidéo. On est capable de regarder c'est une approche que j'aime beaucoup parce qu'on est capable de voir des choses que quand on joue à un jeu, on a tendance des fois à se cantonner à OK, qu'est-ce que le jeu veut que je fasse? Alors que de penser à comme, essayer des choses dans le cadre d'un jeu et ne pas se signifier, justement, ça permet de développer d'autres sens. Pendant toute votre présentation, j'ai pensé à Baldur's Gate. Pour deux raisons. Parce que c'est la troisième, quatrième. Mais en fait, Baldur's Gate, un bon exemple, je pense, pour la vulnérabilité. Parce que c'est un jeu qui met en scène la vulnérabilité dans les personnages secondaires, mais jamais dans le personnage principal. Et j'ai l'impression qu'en jeu vidéo, c'est pratiquement impossible d'offrir une vulnérabilité aux joueurs, qui est beaucoup plus courant finalement en jeu de rôle. Et du coup, on peut faire le parallèle entre Baldur's Gate et Donjons et Dragons. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'on devrait finalement distinguer la vulnérabilité de la fragilité? Parce que je verrais plutôt la vulnérabilité comme quelque chose de plus psychologique, d'intersubjectif. Alors la fragilité, ce serait plus physique. Et j'ai l'impression qu'en jeu vidéo, les règles du jeu font qu'on est fragile, mais pas vulnérable. Je comprends un peu l'idée, mais si je reviens un peu justement à la question de définition de vulnérabilité plus des théories un peu plus libérales, il y a quand même premièrement, la vulnérabilité est beaucoup liée au corps non physique, c'est psychologique principalement, puis la fragilité est physique. Ce sera un peu à l'inverse, j'ai l'impression, peut-être la vulnérabilité est plus physique parce que c'est à travers des conditions matérielles, en fait, qui causent cette vulnérabilité-là, mais il y a aussi les autrices dont j'oublie le nom qui mentionnent que tu peux quand même, quand tu es en position vulnérable, tu peux ne pas tout le temps l'être, justement. Tu peux être en état de manière temporaire. Je pense à des jeux de rôle, par exemple, ou dans des vieux Final Fantasy, c'est comme un des premiers exemples qui m'ont venu en tête, où par moment, tu as des sorts où là, tu deviens vulnérable à un élément spécifique, où tu peux être un peu confus, mais c'est vraiment un état temporaire. Je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec ça, mais l'idée est que non, je sais pas. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment perdue. Par exemple, de Final Fantasy, je ne sais pas, je ne pourrais pas le compléter. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ta question, c'est que je suis d'accord. Mettons que je prenais mon truc de contrôle pouvoir, c'est pour moi, le jeu peut-être, oui, te permet seulement d'être fragile, mais c'est peut-être ton personnage qui est fragile. Juste, par exemple, Baldur's Gate, si tu crées ton personnage, bien sûr, moi, quand j'ai créé mon personnage dans Baldur's Gate, j'ai créé un personnage féminin sans m'en rendre compte. J'ai trouvé ça weird. Après ça, comme mon personnage est féminin, OK, fait que je vais continuer à jouer comme ça, tu sais. Puis là, évidemment, c'est niaiseux, mais comme je me suis dit, ouais, mais là, tu me mets à streamer le jeu, les gens vont dire comme. C'est comme, là, je me suis dit, OK, attends, mais là, tu sais, la création d'un personnage dans un contexte extrêmement tutorialiste en plus, ou éventuellement public, mais ça fait en sorte déjà d'exposer un certain nombre de vulnérabilités par rapport à qui tu veux être, par rapport à comment tu te présentes. Fait que je pense que pour
pour reprendre même à ton exemple des jeux de rôle, je pense que c'est ça qu'il faudrait vérifier pour réfléchir à la notion de vulnérabilité. Probablement que le jeu tout seul, comme machine, ne peut pas te fider de la vulnérabilité. Ça va prendre d'autres choses pour être capable de la comprendre. Ce que je trouve intéressant dans votre entrée, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que c'est une entrée en matière absolument fascinante pour le colloque. Ce qui ressort beaucoup pour moi, c'est cette idée qui, je pense, que vous l'avez mentionné plus ou moins explicitement, c'est que nous, dans notre présentation pour le colloque, on a un peu opposé le pouvoir à la vulnérabilité. Quand on regarde votre présentation, je pense que c'est pas aussi évident que c'est des choses qui sont opposées. Vous avez mentionné aussi la possibilité d'avoir qu'il y a du pouvoir dans une position vulnérable, que c'est possible d'avoir les deux qui se mettent ensemble. Puis ça me fait penser beaucoup à la distinction là, qui est très souvent utilisée, surtout dans les cadres légaux, mais aussi il y a de cela bien longtemps que je dis de l'action, c'est qu'il y a des agents, les gens qui posent des actions, puis il y a les patients, les gens qui reçoivent des actions. Puis je pense qu'on a beaucoup pensé ce paradigme du pouvoir vulnérabilité dans cette logique-là, mais on tend maintenant à s'éloigner de ça. Puis je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'incarner la vulnérabilité à travers un système de jeu? Bonne question. Puis on peut se poser la question pour le reste du colloque, puis on n'est pas obligé d'avoir la réponse maintenant, mais pour moi, c'est est-ce qu'on peut incarner ces choses-là? Est-ce qu'on peut incarner le pouvoir? Est-ce qu'on peut incarner la vulnérabilité dans un système de jeu? C'est toujours quelque chose qui va émerger dans le fond, de la rencontre entre le joueur, la joueuse, avec le jeu. Parce que, honnêtement, j'avais une question qui résonne un peu avec cette idée-là, je pense, dans le sens que, à mon avis, la vulnérabilité / l'erreur, c'est quelque chose qui, dans l'immédiat, quand tu essaies de performer dans un jeu, évidemment, à court terme, c'est pas rentable, tu vas être vulnérable. Mais ça te permet, qui paradoxalement te permet d'évaluer les limites de ton pouvoir et ainsi les limites du pouvoir du système sur toi. Donc, si tu fais assez d'erreurs de manière itérative, est-ce que à ce moment-là, la vulnérabilité ne devient pas, en tant qu'outil critique, pour reprendre votre terme, un outil de pouvoir, ou moins un outil de renversement de pouvoir? Oui. J'essaie de me rappeler là, le lien. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que oui et non. Je pense que non, on ne peut pas, mais peut-être un peu comme tout. Dans le sens qu'on est toujours dans une relation avec le jeu. Oui. Le jeu fait sens pour nous parce qu'on est en relation avec. Fait que la question, c'est peut-être plus, on a tendance à voir le jeu comme étant, peut-être même, ça vient peut-être de la littérature, du cinéma, on a tendance à se dire comment est-ce qu'un créateur peut comme, mettre de la vulnérabilité dans ça, puis après, moi, de l'autre part, je le prends, puis ça va être pas de la vulnérabilité. Oui, exact. Puis ça, je pense que ça se peut pas. Parce que je pense que les jeux vidéo ont cette particularité, justement, de nécessiter des compétences, mais pas au sens, pas nécessairement au sens d'être bon, justement, mais d'être familier, de prendre le temps de se familiariser avec un objet. Même quelqu'un qui joue un jeu vidéo pour la première fois a besoin de comprendre c'est quoi cette affaire-là, puis d'interagir avec et tout. Donc, en quelque part, de se mettre en position de vulnérabilité. Et je pense que les gens qui aiment le moins les jeux vidéo, c'est souvent des gens qui ont peur de se placer dans cette position de vulnérabilité, de ne pas avoir l'air d'être pas bon. J'ai commencé anecdotiquement Fire Emblem sur 3DS, je ne sais plus lequel. J'ai essayé de jouer à normal. Non, pas normal, en tout cas, celui qui dit quand tu connais un petit peu la série. Je suis sûr que c'est injouable pour vrai. Je suis sûr que les gens font semblant qu'ils jouent à ça, de ce niveau-là. Puis, c'est tellement un jeu difficile, Fire Emblem, mais je suis sûr que ça joue pas pour vrai. J'ai essayé de trouver des let's play de gens qui jouent pour vrai à ce niveau-là, j'en trouve pas. Je suis sûr que ça n'existe pas. Fait que ça pour dire qu'il y a comme un rapport étrange à la vulnérabilité de si je me mets à montrer que ça va bon, ben, il y a vraiment un rapport de regard en quelque part, de ne pas montrer que J'ai une question tant qu'à ça. Est-ce que, d'après toi, le jeu Stanley Parable, par exemple, on est un peu dans une espèce de lutte du contrôle aussi, mais est-ce qu'il y a ce rapport de vulnérabilité-là, tu penses, qu'il pourrait avoir? C'est ton exemple de Monopoly dont on n'a pas parlé, on peut peut-être y revenir dans 3 secondes, mais
qui a plus de pouvoir dans un jeu que celui qui est capable de renverser la table? Ouais. Grosso modo, l'exemple de Monopoly, je racontais que, bon, c'est jamais plaisant de jouer à Monopoly. Puis moi, Mais personne que j'avais eu une partie fun. Ouais, mais ça m'est arrivé souvent quand j'étais en train de perdre au Monopoly, je décidais de, bon, tant pis les règles du jeu, je commence à donner mes propriétés à toutes les autres, justement, donner tout mon argent parce que ça me tentait plus de jouer, mais les autres pouvaient continuer. Donc là, c'était un peu rendre la partie chaotique parce que je contrais un peu les règles du jeu parce que justement, j'étais en position un peu vulnérable, j'étais en train de perdre, j'étais tannée et tout. Donc, avec l'exemple du Monopoly. Pour regarder mais dans le fond, quand on se met à être dans cette position-là, de ne plus s'intéresser au jeu, de ne plus vouloir gagner, mais finalement, on finit par être la personne qui a le plus de pouvoir autour de la table. Parce qu'on a le plaisir de tout le monde entre les mains. Notre plaisir dépend du fait qu'on a du plaisir. Il y a cette situation bizarre. Moi, quand je me suis mis à devenir bon, entre guillemets, à StarCraft, mais entre guillemets, parce que c'est quand même un bon range d'être bon à StarCraft. Quand je me suis mis un petit peu à devenir bon, je me suis rendu compte que plus personne ne voulait jouer avec moi. J'étais comme, là, j'ai du plaisir. C'est juste du fun. C'est weird, cette étrange relation-là, je veux jouer, mais à un moment donné, si je m'investis trop là-dedans, il va falloir que je me fasse des amis qui sont dans cette communauté-là, sinon ça ne m'arrive pas. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires avant qu'on termine rapidement cette année? Oui, ben, je ne sais pas si j'ai peut-être manqué au début, fait que je m'excuse si ça marche, c'est bon. Mais, je me posais la question, je sors du jeu vidéo, mais pour y revenir. Moi, un exemple de vulnérabilité, quand vous parlez justement plutôt du fait que la vulnérabilité, ça se met en position de pouvoir. Un exemple politique, justement, des groupes qui sont clairement au pouvoir, mais qui se sentent un petit peu menacés et donc se disent extrêmement vulnérables. C'est par exemple, on a notre magnifique pendant présentement critique que ça fait pareil, c'est vraiment pas vrai. Fait que je me posais la question, justement, comme en jeu vidéo, comment ce genre de pouvoir, une utilisation du point de vue de la personne qui est en contrôle, dans le fond, utilise le pouvoir, utilise la vulnérabilité pour maintenir son pouvoir. Comment ça se représente en jeu vidéo, comment ça se représente en jeu vidéo? J'ai comme pas d'exemple qui me vient en tête, puis je sais. Hein? Mais oui, ce qui est un peu difficile dans ton exemple, c'est que je ne sais pas si c'est de la mise en scène de la vulnérabilité et non pas de la vraie vulnérabilité. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu cette nuance-là à faire entre les deux. André, on veut avoir de la mise en scène de la vulnérabilité. Je pense que Loïc a un exemple. C'est déjà c'est quoi mon exemple? League of Legends. Mais pour vrai, c'est qu'à la League of Legends, quand t'es moi, au contexte que je joue la classe de fois, c'est la classe qui a le moins de contrôle directement sur les adversaires, qui a le moins de damage, genre tout en termes de ça. Mais tu vas faire semblant de batifoler dans la jungle adverse parce que tu veux attirer les adversaires à te poursuivre jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que toute ta team était cachée parce que tu avais plus d'informations que la team adverse. Donc, tu joues avec l'information que tu donnes. Et quand tu joues avec l'information, ben, tu joues aussi avec le rôle. Si tu as l'air en position de puissance, tu as l'air de t'avancer vers l'ennemi sans peur, ben, l'ennemi, s'il lit ton body language, ben, il va se reculer parce que comme. Alors, tu dois fuir, tu dois avoir l'air d'avoir peur de lui pour que genre, ah oui, j'y vais. Ça marche à peu près jusqu'en haut Diamond. Puis après, ma peur, le monde se met à comprendre que tu peux faire ça. Donc, après, ça devient juste une game de qui tout ça. Voilà. C'est Sun Tzu qui disait ça. Quand on est en position de vulnérabilité, il faut montrer. J'ai une réalité, il disait littéralement. On aurait pu le mettre comme ça dans la. C'est quand on est en position d'être vulnérable, il faut se montrer fort. Quand on est en position de force, il faut se montrer vulnérable. Parce que tu fais jouer l'inverse. Si l'autre sait que tu vas faire ça, c'est compliqué, là, mais bon. Je pense qu'on va... Ouais, non, c'est tout. Je pense qu'on va terminer là-dessus pour aller prendre un café. Merci beaucoup.